Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2816 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 19 février avec des anniversaires et tout d'abord Kang In Lee, le joueur sud-coréen du Paris Saint-Germain, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Tiens, il y a aussi un ancien joueur du PSG, Icardi, il fête aujourd'hui ses 31 ans, l'attaquant du Galatasaray. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée hier dimanche dans les gros championnats européens. On commence tout d'abord en France, en Ligue 1. Le dernier match hier soir entre Brest et l'équipe de Marseille. Et c'est Brest qui s'est imposé 1-0 grâce à Pierre Lesmelou, buteur à la 89e minute de jeu. Pourtant, Brest a joué la dernière demi-heure avec un joueur en moins parce que Mounier a pris carton rouge à l'heure de jeu à la 60e. Malgré ça, Marseille, qui joue avec un joueur en plus de 30 minutes, n'a pas réussi à marquer et a même perdu le match. Ils ont même pris le but quand ils jouent avec un joueur en plus. Donc voilà, Marseille, il faut le dire actuellement, est en crise. Donc les statistiques de la rencontre, donc 15 tirs pour l'équipe de Brest, 5 tirs cadrés, un but marqué. Donc l'équipe de Marseille, seulement 2 tirs cadrés dans le match. C'est vrai que Marseille actuellement, c'est très très délicat. Et la une du journal Équipe aujourd'hui, donc l'OM coule à Brest. Donc malgré sa supériorité numérique pendant une demi-heure, Marseille s'est incliné dans les dernières minutes face à des brillants Bretons qui s'emparent de la deuxième place. Ils sont deuxièmes, ils sont dauphins du PSG. Cette équipe de Brest là qu'on va parler dans quelques instants. Avant de parler de Brest, on va parler de la situation de Marseille parce que Marseille, on peut voir, l'Europe s'éloigne pour l'OM et surtout la crise est bien présente du côté de Marseille. Et c'est vrai que cette saison, c'est quand même la 4e fois de la saison que l'OM ne s'impose pas malgré une supériorité numérique pendant une bonne partie du match. Donc là, Brest, les gars, je vous ai dit, donc 30 minutes avec un joueur en plus, ils ont même perdu le match. Et 3 fois, c'était déjà arrivé. Bon, ils n'ont pas perdu, mais ils n'ont pas non plus gagné, ils ont fait des nuls. Contre Monaco, ils avaient joué 79 minutes. Quasiment le match entier avec un joueur en plus, ils avaient fait 2 partout. Contre Nantes, la même chose, ils ont joué 81 minutes avec un joueur en plus, ils ont fait un partout. Et contre Metz, ils ont joué 30 minutes également avec un joueur en plus que l'équipe de Metz, ils ont fait 2 partout. Donc c'est pas possible. Normalement, quand tu as un joueur, tu joues avec un joueur de plus, tu as plus d'espace, il y a toujours un joueur qui est libre, on peut dire, et Marseille n'arrive pas. Donc voilà, c'est très problématique actuellement du côté de l'OM. Et celui qui est pointé du doigt, bon, il y a l'équipe, mais il y a surtout le coach. Je demande pardon à nos supporters. Gattuso, il a dit ça. Donc j'ai besoin de m'excuser auprès des supporters. On a touché le fond. Il faut assumer ses responsabilités. C'est ma faute. Il n'y a rien de plus à dire. Il n'y a pas besoin de parler de l'arbitrage. Il faut assumer. Voilà ce qu'il a dit hier à la fin de la rencontre. Ça sent très mauvais pour Gattuso parce que là, les gars, c'est quasiment une saison historique du côté de Marseille par rapport au nombre de points si peu pris, parce que cette saison ça va pas. Et Gattuso, il a dit la vérité, on doit regarder derrière. Il faut même plus maintenant regarder la Ligue des Champions, tout ça, non, il faut plutôt maintenant Marseille joue le maintien en gros. Donc il faut regarder derrière. Il ne faut plus parler d'Europe en ce moment, il faut s'attacher à prendre des points pour être tranquille au classement et ne pas descendre en Ligue 2. Voilà, maintenant ce qu'est Marseille, c'est ils vont jouer le maintien, c'est pas possible. Une équipe comme Marseille doit jouer le titre chaque saison. Puis là, c'est une catastrophe. C'est vrai que cette année 2024, voilà, donc ils ont gagné un match, exécuté la victoire contre Thionville où ils avaient gagné. Bon, Thionville, c'est une équipe quand même de National 3, c'est un match de Coupe de France. Ils ont gagné aucun match. Donc contre Strasbourg, contre Rennes, contre Monaco, contre Lyon, contre Metz, Shakhtar, Brest, on peut voir en plus souvent, c'est Marseille en plus fait des fins de match catastrophiques. Bon, hier ils prennent le but à la 89e minute alors qu'ils jouent avec un joueur en plus. Contre le Shakhtar, ils se font égaliser à la 93e minute de jeu, jeudi dernier, alors qu'ils menaient 2-1. Contre Metz, 11 contre 10, ils font un partout. Défaite l'Olympico. Contre Monaco, 11 contre 9. Bon, après, ils avaient pris le deuxième rouge Monaco en toute fin de match, mais bon, ils avaient joué au moins 4 minutes, comme j'ai dit tout à l'heure, avec un joueur en plus. Égalisation contre Strasbourg, les gars, ils se sont fait égaliser à la 91e minute de jeu. C'est pas possible. C'est pas possible pour une équipe comme Marseille, officielle, vraiment, pour vous dire que Marseille, au fond du trou. L'OM devient la pire équipe de Ligue 1 à l'extérieur cette saison. Seulement 7 points pris sur 33 possibles pour les Olympiens, donc 11 déplacements et seulement 7 points pris. Donc aucune équipe a pris si peu de points que Marseille. Donc j'ai dit, une victoire, 4 nuls, 6 défaites à l'extérieur cette saison. Et c'est vrai que si on fait le contraste avec la saison dernière où ils ont fini quand même deuxième meilleure équipe à l'extérieur. La saison dernière c'était 39 points en 19 matchs, 12 victoires, 3 nuls, 4 défaites. La saison dernière à l'extérieur, puis là regardez ce que c'est. Ça va pas. La saison dernière, c'était très fort en dehors du Vélodrome. Là, cette année, ils sont pas super bons au Vélodrome et ils sont très mauvais à l'extérieur. C'est pour ça que la saison est catastrophique. Ismaïla Sarr, invisible, une note de 2 sur 10, 2 sur 10. C'est même en dessous de très mauvais matchs. En gros, il n'a pas existé, il a été fantomatique, le joueur Ismaïla Sarr. Il y a 10 jours, Rachid Zeroual, donc le leader des South-Winners, une association de supporters de l'OM, expliquait après une réunion avec les joueurs. Ils nous ont dit qu'ils allaient tout faire pour se rattraper. On leur a dit de se lancer le défi de ne plus perdre jusqu'à la fin de saison. Et ils étaient d'accord depuis cette réunion, il y a 10 jours. Donc depuis 2 matchs nuls et une défaite hier. Donc pourtant, ils avaient dit, oui, on va essayer de plus perdre, on fait un pacte, tout ça avec les supporters. Voilà.
depuis 3 matchs les gars, aucune victoire pour l'OM. Paul Lopez, le gardien, donc les mots très forts du gardien, il a dit il faut être honnête, on ne mérite pas de porter le maillot de l'OM, c'est la première fois que je pense ça depuis que je suis au club. Des anciens joueurs comme Steve Mandanda ou Dimitri Payet ont montré comment le porter ce maillot. Je l'ai dit dans le vestiaire, les excuses c'est terminé, je ne veux pas que quelqu'un me dise j'ai mal là, c'est fini. Avec cette mentalité on doit tous partir, on ne peut pas jouer ici. En gros ils font pas honneur, ils respectent pas en gros le maillot de l'OM, tout simplement les joueurs actuellement du côté de cette équipe marseillaise. Et c'est quoi la solution pour Longoria? Parce que Longoria, le président qui était présent hier dans les tribunes de Brest avec Mehdi Benatia, son conseiller sportif, il se demande qu'est-ce qui se passe. Donc grosse discussion entre Longoria et Benatia après la défaite de l'Olympique de Marseille. Donc préoccupé, le président de l'OM a ensuite enchaîné les allers-retours au téléphone en continuant de parler aux Marocains. On ne sait pas il était au téléphone avec qui, mais à Marseille j'ai dit actuellement ils sont en crise, peut-être pour essayer de changer de coach, on ne sait pas. Mais voilà, hier c'était très chaud. Voilà, il y a peut-être des décisions qui ont été prises hier pour le futur de l'OM là. Et c'est vrai quand on pense à l'ancien coach de l'OM, donc l'OM avait un coach sur lequel construire un véritable projet de plusieurs saisons. Donc c'est Igor Tudor, une vision, un charisme et surtout des idées. Et c'est vrai que ce coach, peut-être maintenant les supporters de l'OM le regrettent. Je me souviens qu'il a été sifflé la première fois qu'il a été annoncé à l'OM, et maintenant qu'on voit Gattuso, ce qu'il fait, Igor Tudor, c'était bien mieux que ce que propose actuellement Gattuso. Toujours sur ce match les gars, donc Marseille a dû bénéficier d'un penalty, situation limite non sifflée en première mi-temps dans la surface de Brest pour l'OM. Iliman Ndiaye il a dit il y a des penalty 100 fois, il me touche derrière le mollet et c'est vrai. Donc là c'était, je sais plus c'était en première ou non, bref c'était dans le match, l'arbitre n'a rien dit. Il aurait dû avoir penalty. Donc là, c'est vrai que Marseille aussi peut parler de l'arbitrage, mais bon, voilà, il faut pas tout remettre sur l'arbitrage, mais donc il y avait bien péno, il le dit, Iliman Ndiaye qu'il est touché, et même Pierre Lesmelou en gros qui l'a touché, c'est Pierre Lesmelou là en gros qui fait la faute, et Pierre Lesmelou autour de la faute, il a dit franchement merci la VAR, on a de la chance, il y avait penalty. Voilà, même Pierre Lesmelou avoue qu'il aurait dû avoir penalty pour l'équipe de l'OM. Et en parlant de Pierre Lesmelou, mais rien à voir avec le penalty qu'il aurait dû donné on peut dire à l'OM, donc quel joueur, donc il faudra vraiment parler de la saison de ce joueur à un moment aussi, donc c'est un joueur qui peut prétendre peut-être viser un peu plus haut la saison prochaine, Pierre Lesmelou, parce que c'est un joueur tellement sous-coté du championnat français. Et côté Brest, le conte de fées continue, Brest c'est quand même impressionnant, donc Brendan Chardonnay qui est le capitaine de cette équipe, on va devoir se fixer des objectifs plus grands, mais étape par étape, on ne peut plus se cacher, parce que l'objectif de base pour Brest chaque saison, c'est bien sûr le maintien. Et là, ils sont deuxième de Ligue 1. Il reste à peu près 12 journées avant la fin de saison. Donc maintenant, le maintien est pas encore mathématiquement acquis. Mais voilà, ça sent très bon le maintien. Maintenant, c'est pourquoi pas l'Europa Conference League, l'Europa League, la Ligue des Champions. N'oubliez pas, les 3 premiers sont qualifiés directement et actuellement sont deuxième. Donc voilà, ils peuvent plus se cacher maintenant. Ils ont des autres ambitions, cette équipe de Brest. Je crois qu'il n'a jamais joué la Ligue des Champions de son histoire. Je crois que leur meilleur classement, j'en ai parlé en plus il y a quelques temps, c'était 7ème dans la finale d'une saison, donc là ils sont 2e, c'est historique pour eux. Donc ils ont 40 points, les Bretons sont sur une série de 11 matchs sans défaite en championnat, c'est quand même exceptionnel. Donc 11 victoires, 7 nuls, 4 défaites. Eric Roy fait un sacré travail, c'est la meilleure saison tout simplement de l'histoire du club de Brest. Voilà tout ce qu'il y avait à dire sur ce match. On continue, Rennes contre Clermont, et Rennes fait le taf. Bon, ils ont pris une correction il y a quelques jours du côté de San Siro, mais hier au Roison Park, ils ont gagné 3-1. Donc voilà, parfait pour eux. Terrier a marqué un doublé dans cette rencontre. On peut voir les statistiques de la partie, et malgré le revers pris à l'AC Milan il y a quelques jours, n'oubliez pas que le match retour c'est jeudi, cette fois-ci à domicile. Donc Rennes actuellement sur une bonne série, 6 victoires de suite en Ligue 1, remontée au classement significatif et qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France. Voilà, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. C'est cette saison de Rennes. Maintenant, il va falloir faire l'exploit contre l'AC Milan, remonter de 3 buts en Europa League pour qu'elle soit encore meilleure, on va dire, cette saison. Et auteur d'un doublé, Martin Terrier enchaîne un 6e but au cours de ses 6 derniers matchs. Lui, il est en grande forme. L'ancien joueur de Lyon qui enchaîne les buts. Donc, c'est vrai qu'en plus, il a été longtemps blessé, rupture du ligament croisé qu'il a fait louper quasiment 9 mois de compétition. Et là, il est revenu déjà depuis 3-4 mois. Et c'est vrai que là, sur les 6 derniers matchs, à chaque fois, il a marqué. Il y a eu un penalty gate au Stade Rennais de Guiri, Ludovic Blas et Martin Terrier voulaient tous tirer les 3 le penalty provoqué par l'Algérien. Ludovic Blas, c'est lui qui a pris le penalty. Le problème, il a raté ce penalty et cela a créé quelques tensions parce que les autres, Guiri et Terrier voulaient également tirer le penalty, mais c'est Blas qui l'a tiré, il l'a pas marqué. Puis après, les autres lui ont dit ouais, voilà, tu tires et tu marques pas. Puis voilà, c'était un petit peu chaud entre les 3. Donc faut pas ils s'embrouillent, surtout qu'il y a eu la victoire quand même pour le Stade Rennais. Le Stade de Reims contre le Racing Club de Lens, un partout entre
ces deux équipes, on peut voir tiens, les statistiques du match. Bon, j'ai pas vu le match, mais bon, ça a été un match très pauvre en occasion, seulement 2 tirs cadrés pour Reims, un tir cadré seulement pour Lens. Donc voilà, le nul est plutôt logique. Et Will Steele, à la fin du match, il a dit si on ne faisait pas d'erreur, on serait le Barça et on n'est pas le Barça. Voilà ce qu'il a pu dire. Le coach belge de cette équipe de Reims. Et concernant le coach de Lens, donc je reste sans voix quand je vois les images, parce que pour lui, et c'est vrai les gars, qu'est-ce qui s'est passé encore là, l'arbitre, qu'est-ce qu'il a fait, une faute, un attentat, désolé, sur un de ses joueurs, donc il sait qu'il a fait une erreur en parlant de l'arbitre. Regardez cette faute de Okumu qui n'a pas pris rouge sur ce tacle assassin, c'est dingue, donc voilà, c'est au niveau du tibia. Il n'a pas pris carton rouge, normalement c'est rouge direct, donc il s'en sort très bien. On peut comprendre bien sûr que Frank Hens dit en gros que l'arbitre a fait un petit peu n'importe quoi lors de cette rencontre. Et toujours sur ce match les gars, Ito vient de claquer sa 5e passe décisive de la saison avec Reims, félicitations aux joueurs japonais. Et avant le coup d'envoi, Oumar Diakité célèbre comme un roi. Célébré comme un roi avec ce titre bien sûr de vainqueur de la CAN hier, donc il a pu présenter on va dire ce cadre et sa médaille de vainqueur bien sûr de la CAN remportée il y a déjà exactement 8 jours. On continue, Strasbourg contre Lorient, et Lorient fait la très bonne opération, une victoire 3-1 du côté de Strasbourg. Strasbourg pourtant c'est très solide à domicile. Là c'est un match important pour eux parce que c'est un match contre un rival direct pour le maintien et ils ont perdu 3-1, donc félicitations surtout à Lorient les gars. Lorient qui enchaîne, on peut voir les stats de la partie, et Lorient sort la tête de l'eau en enchaînant comme une 3e victoire de suite. Ils ont pris 9 points sur les 9 derniers possibles. Donc du coup les Bretons ne sont plus relégables. Ça va beaucoup mieux pour cette équipe de Lorient. Et retenez son nom, Mohamed Bamba, c'est un joueur ivoirien. Et en gros il a été transféré lors du dernier mercato. Donc il a marqué 5 buts lors de ses 4 premiers matchs avec le FC Lorient. Quelle recrue, c'est peut-être pour ça que Lorient va très bien actuellement, parce qu'il y a ce joueur, cette nouvelle recrue qui est fantastique. Donc contre Le Havre, Metz, Reims et Strasbourg, en plus que des équipes aussi qui jouent le maintien. Donc il a marqué à chaque fois au moins un but, même un doublé hier contre Strasbourg. Donc ce Mohamed Bamba les gars, il fait un bien fou à cette équipe et c'est le premier joueur depuis plus de 50 ans à réussir à marquer au moins un but lors de ses 4 premiers matchs de Ligue 1. Quelle recrue bien sûr du côté de cette équipe de Lorient. Et Lucas Perrin, défenseur de l'équipe de Strasbourg après cette défaite contre Lorient, donc il a dit on aurait pu jouer encore 1 heure, on n'aurait jamais marqué, on n'a vraiment pas été bon aujourd'hui, il manquait vraiment tout. Si on veut espérer au moins le maintien, il faut prendre des points et mieux faire. Et surtout ils ont pas pris des points et leur adversaire ont pris des points, et surtout c'est une équipe qui joue le maintien un peu comme eux, donc ça c'est pas du tout un bon résultat pour l'équipe de Strasbourg. Monaco contre Toulouse, Monaco s'est incliné 2-1 à domicile avec Monaco, ça pas fort également, surtout à domicile, ils arrivent pas à domicile, c'est fou. Bref, donc Toulouse, 2 buts en plus, un magnifique but à inscrire sur coup franc où gardien de Monaco anticipait, puis en gros il a trop mal anticipé, il s'est pris un but tout bête, c'est dommage. Bref, donc Monaco a quand même dominé, 22 tirs, tout ça, mais ça n'a pas suffi. C'est bien Toulouse, en plus qui prépare parfaitement la réception du Benfica jeudi en Europa League avec cette victoire. Et comme je dis, Monaco à domicile, ça va pas. Les 4 dernières rencontres à domicile, c'est 3 défaites à nul, ils n'ont pas gagné depuis 4 matchs à domicile. Leur prochain match à domicile, c'est le PSG pour l'équipe de Monaco. Donc défaite contre Lyon, Reims, Toulouse et un match nul contre l'équipe du Havre pour cette équipe de l'ASM à domicile. Montpellier contre l'équipe de Metz, donc là aussi c'était un duel pour se maintenir on peut dire en Ligue 1, et c'est Montpellier qui fait la très bonne opération, s'imposant 3-0 contre le FC Metz qui est au fond du trou, l'équipe de Metz. Donc d'après les stats, Montpellier mérite sa victoire. Du coup tous les résultats de cette journée de Ligue 1, donc on a déjà parlé là de ces 3 matchs là, c'était hier et avant-hier qu'on a parlé, aujourd'hui on a juste parlé des matchs d'hier, de dimanche. Donc juste on va revenir sur un match Lyon-Nice, parce que ça a beaucoup fait parler. Nice a dit qu'ils ont été volés du côté de Lyon, et Stéphane Lannoy reconnaît que la VAR aurait dû intervenir pour une faute sur l'Autoba. Donc Stéphane Lannoy, c'est tout simplement le directeur des arbitres on va dire en France, et en gros sur cette faute de Tagliafico sur l'Autoba, ça a dû être vérifié par la VAR, et en gros la VAR n'a rien dit à Clément Turpin. Et c'est vrai qu'il aurait dû avoir pénalty parce qu'il est dit, Stéphane Lannoy. Donc Clément Turpin est un peu gêné dans le déroulé de l'action de par son positionnement. Pour moi, c'est une situation de pénalty. Il aurait été préférable que l'assistance vidéo, donc la VAR, l'appelle et lui montre les images. En gros, ils n'ont rien montré la VAR à Clément Turpin. Et certainement, s'ils auraient montré la faute, il y aurait eu pénalty pour l'équipe de Nice, et bien sûr Pagneux n'aurait pas gagné le match. Donc en gros ils reconnaissent leur erreur, les arbitres tout simplement, qu'il aurait dû avoir un pénalty pour Nice. Donc on peut comprendre que Nice les gars crient tout simplement au scandale par rapport à l'arbitrage. Toujours sur cette journée de Ligue 1, donc classement des meilleurs buteurs, donc Mbappé reste en tête, 21 buts pour Kylian, il était buteur contre Nantes. Sur pénalty, donc Ben Yedder, Lacazette et David, n'oubliez pas que David a marqué un triplé ce week-end, donc il revient sur Lacazette et Ben Yedder. Donc il y a des creux, donc là on passe à 21, 11
11, puis après on passe à 7. Voilà, donc concernant ce classement meilleur buteur, concernant les meilleurs joueurs de cette journée de Ligue 1, on peut voir quelques Parisiens. Tiens, Donnarumma, qui a été exceptionnel, 7 arrêts décisifs contre l'équipe de Nantes. Lucas Hernandez, en plus, qui a marqué un magnifique but. Il y a également, je sais pas, tiens, Jonathan David, un triplé. Bamba, je dis le joueur de Lorient qui a marqué un doublé. Terry également qui a marqué un doublé. Ou même Pierre Lesmelou qui a fait un gros match hier contre l'équipe de l'OM. Et du coup, le classement, ça donne quoi? Donc le PSG s'envole, 13 points d'avance sur Brest. On a 22 journées, il en reste 12. Il y en a 34 de journées vu que maintenant il n'y a plus que 18 équipes. Donc le PSG va remporter le championnat français. Mais après, ce qui va être intéressant, c'est qui va occuper la deuxième et la troisième place directement pour jouer la Ligue des Champions. Donc pour l'instant, c'est Brest. Brest va peut-être jouer en Ligue des Champions avec Nice. Et Lille jouerait les barrages potentiellement de la LDC. Puis après, il y a Monaco 5e, Lens 6e. Donc Marseille, les gars, 9e. Et regardez, Lyon, les gars, qui remontent très fort. Lyon est plus qu'à 5 points derrière Marseille. Alors que Lyon, on se souvient début de saison, les gars, c'était catastrophe. Et voilà, ils n'ont plus que 5 points de retard sur l'équipe de Marseille. Ils vont peut-être même finir devant Marseille. Ce serait fou, surtout quand on se souvient du début de saison de l'équipe de Lyon. Et Luis Enrique, tiens, le coach du PSG, est-ce que le PSG a plié le championnat? Est-ce que c'est fait? Il a dit non, je ne pense pas. Il peut être vrai qu'on va manquer un peu de motivation parce que nous n'aurons plus de concurrents directs qui va nous pousser. C'est vrai que voilà, Brest, les gars, ils sont 13 points derrière. Donc, mais pour cela, on est dû à nos performances. C'est important d'être performant en championnat. C'est vrai que maintenant, il n'y a plus trop de motivation. Mais bon, il va falloir quand même finir le taf du côté du PSG. C'est vrai que quand tu as 13 points d'avance, tu peux te permettre de griller des jokers. Griller des jokers, c'est-à-dire même perdre 3 matchs, ils seront toujours devant l'équipe de Brest, actuellement 2e. On quitte la France, direction l'Angleterre. On commence avec Luton Town contre Manchester United. Et Manchester United s'est imposé 2-1. Donc 2 buts inscrits très tôt dans le match. Ojlund, au bout de 1 minute de jeu, il a déjà ouvert le score. Et au bout de 7 minutes de jeu, il y a déjà 2-0 pour Manchester. Bon, après Manchester n'a plus marqué, ils ont pris un but à la 14e minute de jeu. C'est vrai que dans le premier quart d'heure, 3 buts du match ont déjà été inscrits. Et surtout, Manchester a su conserver ce résultat. Et du coup, Manchester s'impose 2-1, donc parfait pour eux. On peut voir les statistiques, je vous montre à chaque fois les stats bien sûr pour voir vraiment qui a eu plus de tirs, tout ça. Donc là Manchester United a eu plus de tirs cadrés bien sûr que Luton Town. Et Manchester actuellement ça tourne plutôt bien. 4 victoires de suite en championnat pour Manchester qui va mieux. Donc on Wolverhampton 4-3, West Ham 3-0, Aston Villa 2-1 et Luton Town 2-1 également. Donc voilà, Erik ten Hag a eu chaud, on se souvient il y a un mois il est quasiment licencié. Puis là il a enchaîné 4 victoires. Voilà, maintenant, il n'est plus du tout, on va dire, sur un siège éjectable du côté de Manchester. Et l'homme fort actuellement du côté des Red Devils, les gars, c'est lui. Doublé en 7 minutes, il écrase tout sur son passage. Le Danois, c'est bien sûr Ojlund, qui est incroyable. À début de saison compliqué, mais là, depuis le début d'année, les gars, il est tout simplement monstrueux. Sur ses 6 derniers matchs, il a inscrit 7 buts. Voilà, donc il est exceptionnel, on peut dire. Regardez, donc 7 buts, on peut rajouter aussi 2 passes D. Une passe D contre Wolverhampton, une passe D contre Tottenham. Donc voilà, depuis le début d'année 2024, c'est lui le meilleur buteur en première ligue avec Bukayo Saka. Les deux sont à 6 buts depuis janvier 2024 en première ligue. Donc félicitations aux deux. Et Ojlund, les gars, il a 21 ans et 14 jours seulement. Donc Ojlund est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la première ligue à marquer dans 6 rencontres consécutives. Le Danois commence à prendre ses marques avec Manchester United. Il y avait un autre match, Sheffield United contre Brighton, une manita. Brighton s'est imposé 5-0. Donc Sheffield, ils n'ont pas vu le jour, une frappe cadrée seulement. Brighton, c'est plus de 24 tirs, 10 tirs cadrés. Donc ils ont mérité totalement leur victoire. Et on va parler de ce joueur parce que j'en ai beaucoup parlé pendant la CAN parce qu'il était très bon. Meilleur jeune joueur de la CAN, meilleur joueur de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est Simon Adingra. Il a marqué un doublé lors de la victoire 5-0. Donc son retour, parfait. Voilà. Premier match qui refait une semaine après la victoire, on peut dire, avec la Côte d'Ivoire. Voilà, il joue avec son club de Brighton et doublé pour lui. Donc actuellement, il marche sur l'eau, on va dire, ce joueur ivoirien. Et sur ce match, les gars, regardez encore cet attentat. Cette faute, les gars, regardez l'énorme faute de Mason Holgate sur Mitoma cet après-midi. Regardez où il a taclé le joueur de Sheffield sur la cuisse de Mitoma. Donc là, c'est pas comme tout à l'heure le match Lens-Reims où il n'a pas pris rouge. Lui, rouge direct, bien sûr. L'arbitre est parti voir la VAR. Il est quand même parti voir la VAR pour être sûr. Bien sûr, c'était rouge directement, bien sûr, pour le joueur de Sheffield. Du coup, on a parlé des 2 résultats, on a parlé de tous les autres matchs, c'est hier. Voilà, vous allez sur l'épisode d'hier si vous voulez avoir toutes les autres infos des autres rencontres. Donc ce soir, reste un match Everton-Crystal Palace. Le match est prévu à 21h, on en parlera bien sûr demain. Concernant un match Manchester City-Chelsea où il y a eu un partout où Axel Disasi a été MVP, donc meilleur joueur du match. Donc Jamie Carragher a adoré le match d'Axel Disasi avant-hier face à Manchester City. Il a dit « Je ne me souviens pas d'une meilleure performance défensive cette saison, c'était une performance à la John Terry. Il a été exceptionnel, on sait, Axel Disasi lors de cette rencontre. »
Niveau classement, ça donne quoi? Donc Liverpool toujours devant Arsenal et City. Donc Manchester United avec cette victoire, toujours à la 6e position, à 3 points derrière l'équipe de Tottenham. Donc Brighton aussi, juste derrière Manchester aussi, qui ont gagné bien sûr hier, jeudi, une victoire 5-0. On quitte l'Angleterre, direction le sud, donc direction l'Espagne. Direction Madrid parce que c'était à Madrid, Rayo Vallecano, c'est dans la banlieue de Madrid contre le Real Madrid, un partout. Donc Joselu buteur au bout de 3 minutes de jeu, puis Raúl de Tomás qui a égalisé sur penalty à la 27e minute de jeu. À noter que Carvajal a pris un rouge en toute fin de match. C'est pas du tout une bonne nouvelle pour le Real, je vais vous dire juste après pourquoi. Bref, donc un partout. Donc le Real a tenté 11 tirs, 4 tirs cadrés, mais pas tant que ça parce que c'est toujours compliqué. C'est un derby, oubliez pas, Rayo Vallecano contre le Real. C'est toujours compliqué d'aller jouer dans le stade du Rayo Vallecano et du coup partage des points. C'est vrai que le Rayo cette saison n'a pas perdu contre le Real. Au match aller, il a accroché le Real 0-0 et au match retour un partout. Donc voilà, le Real a énormément galéré contre cette équipe du Rayo Vallecano cette saison. Monsieur Carlo Ancelotti, bien sûr, un peu, il n'était pas non plus déçu, mais voilà, il aurait préféré mieux, tout simplement, lors de cette rencontre. Joselu qui a marqué, j'ai dit au bout de 3 minutes de jeu, donc a célébré comme Jude Bellingham après son but. Non, c'est la célébration là où, enfin, il y en a plein qui l'ont déjà fait. Messi par exemple faisait cette célébration à l'époque, mais maintenant on dit que c'est la célébration de Jude Bellingham. Et Bellingham qui n'était pas présent parce qu'il est blessé, il est forfait encore pendant au moins 2 semaines. Donc il a regardé le match à la télé, puis il a mis un petit message bien sûr par rapport à la célébration tout simplement de Joselu, son ami. Et mine de rien, Joselu, n'oubliez pas, il n'appartient pas au Real, il est prêté par l'Espagnol Barcelone, prêt avec option d'achat de 1,5 million d'euros. Bon, je pense que le Real va l'acheter en fin de saison. Et il a des bonnes stats, 35 matchs, 13 buts et 4 passes D, c'est pas mal, même si Mbappé va venir du côté du Real, mais il sera peut-être encore utilisé en mode super sub la saison prochaine, peut-être de temps en temps pour faire souffler Mbappé, s'il vient bien sûr à rejoindre cette équipe madrilène. Donc le gros coup dur côté Real Madrid, je dis, c'est Carvajal, carton rouge, donc il sera pas là lors du prochain match, c'est la réception de Séville, et aussi Camavinga. Pourquoi? Parce que Camavinga il a pris un jaune, et s'il prenait un jaune, il était suspendu pour le prochain match. On sait que déjà niveau défense, il n'y a déjà pas grand monde, déjà Tchouaméni joue en défenseur central, alors c'est un milieu de terrain, et en plus il perd Carvajal et il perd aussi Camavinga qui peut dépanner défenseur gauche. Donc voilà, ça se complique, on peut dire, défensivement du côté du Real. Et concernant l'équipe du Rayo Vallecano, donc les 3 derniers buts encaissés par le Real Madrid proviennent tous d'anciens joueurs formés au club. Raúl de Tomás, buteur hier, Marcos Llorente, un joueur de l'Atlético qui avait égalisé en toute fin de match contre le Real Madrid lors du derby là, il y a quelques jours. Il jouait à l'époque du côté du Real. Et Javier Munoz qui était également un ancien joueur du Real qui a marqué contre le Real Madrid il y a quelques temps. Donc ils font mal les anciens du Real Madrid à cette équipe madrilène cette saison en championnat. Donc il a marqué contre son club formateur, on a dit Raúl de Tomás. Sinon les autres résultats, donc il y avait qui a joué hier? Grenade contre Almeria, partout. Tiens, la Real Sociedad qui restait sur 5 matchs d'affilée sans marquer. On se souvient, ils avaient perdu. Ils ont marqué, ils ont même gagné. Ils ont gagné 2 à Mallorca, cette équipe de la Real Sociedad. Et ce soir, il y a Bilbao contre Gérone. C'est comme un gros choc de cette Liga. Donc concernant le Barça, j'en ai parlé hier. Le Barça s'est imposé 2-1 cette avant-hier contre l'équipe du Celta. Et le classement, ça donne quoi? Donc le Real Madrid 62 points. Donc Gérone qui joue ce soir à Bilbao. Bilbao, c'est compliqué d'aller jouer dans leur stade 5e. Donc si Gérone s'impose, on ne sait pas, il pourrait grappiller 2 points sur le Real, vu que le Real a fait nul. Donc voilà, le Real est sûr de toute façon de terminer en tête ce soir, même si Gérone venait à s'imposer. Donc le Barça maintenant 8 points du Real Madrid. Donc on a 25 journées, il en reste 13 encore de journées. On a 38 du côté de la Liga. Direction l'Est, si on regarde l'Espagne, l'Est, donc l'Italie. Donc on commence avec l'AC Milan qui se déplace à Monza et défaite de l'AC Milan 4-2 dans une fin de match totalement folle. Donc déjà l'AC Milan a pris 4 buts. L'AC Milan pourtant ils avaient gagné 3-0 il y a quelques jours contre Rennes, mais là à Monza c'était très compliqué pour eux. Après ils ont pris un rouge, Jovic a pris un rouge à la 52e minute de jeu et ça a pénalisé l'équipe. Donc Giroud et Pulisic ont été les 2 buteurs côté milanais. Donc les statistiques de la partie, donc c'est pareil, 6 tirs cadrés. Voilà, Monza a été beaucoup plus efficace et sortie de route pour l'AC Milan. Donc pourquoi j'ai dit la fin de match a été folle? Parce que 2 partout à la 88e, 90e, donc Monza prend l'avantage avec une passe D de Maldini. Maldini, un joueur, c'est le fils de Paolo Maldini, Daniel Maldini qui est prêté à Monza. Donc on peut le voir avec le numéro 27 là. Donc c'est lui qui fait la passe D pour le buteur du 3-2. Puis à la 95e but du 4-2, c'est Colombo qui marque. C'est un joueur également prêté par l'AC Milan et qui marque contre l'AC Milan. Donc ils ont fait beaucoup de mal les deux joueurs de Milan qui sont prêtés à cette équipe de Monza. Et côté Milan, j'ai dit, Giroud il a été buteur. Et Giroud vient quand même de marquer son 12e but de la saison en Serie A à 37 ans. C'est incroyable. On peut rajouter aussi 8 passes D. 12 buts, 8 passes D en 22 matchs de championnat. Encore exceptionnel, Giroud, n'oubliez pas que dans 4 mois et 11 jours exactement, il sera en fin de contrat du côté de l'équipe milanaise. Frosinone contre l'AS Roma, donc l'AS Roma s'est imposé 3-0. Tiens à noter que l'ancien parisien Paredes
a été buteur dans cette rencontre. Donc félicitations bien sûr à l'équipe de l'AS Roma. On n'a pas vu le match, mais bon, ils ont quand même beaucoup subi. 25 tirs quand même pour Frosinone. Ils n'ont pas marqué le moindre but. Alors que l'AS Roma, 13 tirs, 5 tirs cadrés et 3 buts inscrits. Et ce joueur, les gars, Dean Huijsen, donc défenseur de cette équipe de l'AS Roma, regardez, il a fait la célébration à la Cristiano Ronaldo, vu qu'il a été buteur lors de cette rencontre. La Lazio, tiens, qui a battu le Bayern, c'était il y a quelques jours 1-0 en Ligue des Champions. On sait qu'à domicile, c'est très fort. Et ils jouent contre Bologne, mais ils ont perdu contre Bologne, l'équipe de Thiago Motta. Donc une victoire 2-1, donc l'équipe Thiago Motta, l'entraîneur bien sûr, donc 2-1 pour Bologne. Donc les statistiques de la partie efficace, pourtant la Lazio, 12 tirs, 7 tirs cadrés, 1 but. Bologne, voilà, seulement 3 tirs cadrés, 2 buts marqués. Et le Bologne plutôt de Thiago Motta vient d'enchaîner avec son 4e succès de suite en Serie A et pointe à une très belle 5e place. Une 5e, ils peuvent viser, pourquoi pas, les 4 premières places, une place en Ligue des Champions saison prochaine. On parlait de Brest, la surprise en Ligue 1. Bologne, c'est la surprise du côté de l'Italie. Et c'est vrai qu'actuellement, après 25 matchs, ils ont déjà 45 points. Il reste encore 13 journées, donc on pense qu'ils vont prendre des points. Par exemple, la saison dernière, ils avaient 54 points. Mais il y a 2 ans, ils avaient pris 46 points. Mais sur les 38 journées, là, ils sont à 45 points. Donc, ils ont seulement 1 point de moins qu'il y a 2 ans. Mais il reste encore 13 matchs à jouer. Regardez tous les classements de Bologne et le nombre de points, là, ils sont à 45. Donc, il y a déjà des années où ils font mieux. Par exemple, là, ils font en 2018-2019, ils avaient pris 44 points sur toute l'année. Et là, ils sont déjà à 45. Donc, voilà, la saison est quasiment historique du côté de Bologne. Les autres résultats, donc là, de dimanche, parce que les autres matchs, on en a déjà parlé. Donc, je sais pas, tiens, Udinese contre Cagliari, 1 partout entre ces deux équipes. On va juste parler, de Naples, les gars, qui a fait 1 partout contre le Renoir, c'était avant-hier, samedi. Et le Napoli envisage déjà de limoger Walter Mazzarri, qui avait pourtant remplacé Rudy Garcia. Rudy Garcia, il était nul, c'est ce qu'avait dit Aurelio De Laurentiis. Il nous faut un nouveau coach, il a amené lui, il pourrait déjà se faire licencier. Donc, à 3 jours maintenant, 2 jours du match contre le Barça en Ligue des Champions, c'est après-demain Naples-Barça, il pourrait déjà se faire virer et Naples pourrait connaître son 3e entraîneur en une saison. On pense la saison dernière avec Spalletti, ils ont remporté le championnat et maintenant là il pourrait déjà avoir un nouveau coach du côté de Naples, c'est fou, ça défile parce que ça va pas en gros. Et le nouveau coach, les gars, voilà, ça pourrait être lui, il pourrait s'appeler Francesco Calzona, actuellement sélectionneur de la Slovaquie, est d'accord pour reprendre le poste et pourrait même amener Marek Hamsik, un légende du côté de Naples, ancien joueur, dans ses valises et l'intégrer au staff. Voilà, ça pourrait être le sélectionneur de la Slovaquie qui pourrait devenir le nouveau coach de Naples, parce que Mazzarri, les gars, il a 2 doigts de se faire licencier s'il y a un mauvais résultat là contre le Barça mercredi. Ça sera fini pour lui, c'est sûr et certain. Donc le classement, donc l'Inter, 9 points d'avance sur la Juve, mais l'Inter a un match en retard. Donc, ils peuvent encore plus creuser l'avance, bien sûr, s'ils gagnent leur match en retard. Donc le Juve 2e, l'AC Milan, dommage, l'AC Milan, ils auraient pu revenir sur la Juve, mais bon, ils ont perdu du côté de Monza. Et Bologne, c'est même pas 5e, ils sont 4e, l'équipe de Bologne. Donc ils sont actuellement qualifiés potentiellement pour jouer la future Champions League. Et on finit, les gars, le dernier championnat, le championnat allemand, et on commence avec le Bayern. Qu'est-ce qui se passe du côté du Bayern Munich? Ils ont perdu 3-2 à Bochum. N'oubliez pas, ils avaient perdu à Lazio. Ils ont pris ainsi un 3-0 contre Leverkusen la semaine dernière. Et là, ils perdent 3-2 à Bochum. Oui, le Bayern est en crise. Donc, ils ont pris un rouge. Upamecano a repris rouge. Il a déjà pris un rouge il y a quelques jours. Bref, donc rien ne va actuellement du côté du Bayern. Pourtant, bon, j'ai pas vu le match, mais bon, d'après les stats, 26 tirs, 10 tirs cadrés, 2 buts. Mais Bochum, les gars, efficaces. 5 tirs cadrés, 3 buts inscrits. Et du coup, le Bayern, de nouveau, échoue. Le Bayern à la rue. Voilà, à la rue, tout simplement. Et c'est vrai qu'ils ont enchaîné 3 défaites d'affilée. Ça commence à sentir très mauvais pour Thomas Tuchel, c'est vrai. Surtout qu'au Bayern, les gars, c'est rare. 3 défaites d'affilée, en gros, il faut revenir à 2015. Voilà, il y a 9 ans qu'ils n'avaient pas enchaîné 3 défaites d'affilée, toutes compétitions confondues, le Bayern. Ils sont en train de le faire là actuellement, avec ces 3 défaites qui sont pas du tout bonnes, parce qu'ils sont en train de tout perdre, le Bayern. Donc le futur de Thomas Tuchel au Bayern est de plus en plus incertain avec cette nouvelle défaite à Bochum. Des discussions internes vont avoir lieu. Un Plettigol, qui est un journaliste très fiable en Allemagne, et aussi Fabrizio Romano qui dit qu'en gros, ça sent mauvais pour Thomas Tuchel. Donc... voilà, concernant Tourelle, et c'est vrai qu'on n'oubliez pas que Tourelle a remplacé Nagelsmann. Pourtant Nagelsmann, les gars, il gagnait tout, quasiment tout, il venait de remporter le championnat. Et quand on voit l'état actuel du Bayern et plus globalement le bilan de Thomas Tuchel depuis son arrivée, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'éviction. En gros, qu'il a été licencié comme un malpropre, comme une vieille chaussette, on peut dire, Nagelsmann, alors qu'il était exceptionnel. La direction bavaroise a sûrement de quoi regretter ce choix, c'est sûr, même s'ils ne le diront pas ouvertement. Je pense qu'ils regrettent tout simplement d'avoir viré Nagelsmann comme un
un malpropre alors que lui faisait le taf, alors que Tourelle, les gars, il est en train de flopper totalement du côté du Bayern. Hein. Et le titre s'échappe peu à peu pour le Bayern Munich. Hein. Kimmich le sait, regardez, il était quasiment en pleurs. Kimmich, enfin pas non plus en pleurs, mais voilà, il sait qu'en gros ça va être compliqué. La saison dernière, ils ont réussi l'exploit lors de l'ultime journée, parce que Dortmund avait floppé lors du dernier match, ils avaient gagné, du coup ils ont gagné le championnat, hein, c'était joué lors de la dernière journée. Mais là, cette année, voilà, Leverkusen est trop fort tout simplement pour le Bayern Munich. Hein, ils vont peut-être finir deuxième voire troisième de ce championnat allemand, eux qui ont remporté les 10 derniers championnats d'affilée, hein, quand même. Et c'est fou les gars, on se dit, mais les gars, c'est quoi le problème? Est-ce que ce serait pas plutôt Harry Kane, le chat noir? Et Harry Kane est venu au Bayern pour remporter des titres, entre guillemets. Donc deuxième de Bundesliga maintenant, 8 points du leader. Ah, c'est compliqué de revenir, de reprendre 8 points sur le Bayern, hein, Bayer Leverkusen qui perd rien du tout. Donc perd son 8e de finale aller de Ligue des Champions. Super Coupe d'Allemagne perdue face au RB Leipzig 3-0, éliminé de la Coupe d'Allemagne par une D3. Donc l'Anglais n'a jamais gagné un titre et c'est mal embarqué pour cette saison. Il reste la Bundesliga où ils sont à 8 points du Bayern. Je pense que c'est fini. Il reste la Ligue des Champions, bon, il reste le match retour. Je pense qu'ils vont se qualifier quand même pour les quarts, mais ils vont pas aller au bout là parce que s'ils tapent un Real ou City, hein, ça sera fini pour le Bayern Munich. Et Upamecano encore expulsé. Qu'est-ce qui se passe avec Upamecano? Il a pris un rouge il y a quelques jours contre la Lazio. Il a pris encore un rouge hier, donc il est exclu là de la Ligue des Champions, de la Bundesliga. Voilà. Voilà, et lui aussi, ça va pas fort. Hein. En une semaine, les gars, il a pris 2 rouges en l'espace de 4 jours. Upamecano. Il y avait un match à Fribourg-Francfort hier, 3 partout. Hein, beaucoup de buts lors de cette rencontre. De toute façon, en Allemagne, il y a souvent beaucoup de buts. De côté Francfort, les gars, on va parler de ce joueur Omar Marmoush. Avec Francfort cette saison, il faut en parler. 28 matchs, 14 buts et 4 passes D. Il a été encore buteur hier hein, contre l'équipe de Fribourg, tiens, qui avait fait 0-0 contre Lens, hein, là, il y a quelques jours en Europa League. Donc, félicitations, bien sûr, à ce joueur. Donc, voilà, c'est tous les résultats. Donc là, je parlais juste des 2 matchs là. Toutes les autres rencontres, on en a parlé hier, bien sûr, vu que les matchs avaient lieu samedi. Et le classement, donc les Leverkusen s'envolent pour remporter ce championnat. 58 points, 8 points d'avance sur le Bayern Munich. On a 22 journées, il y en a 34, comme en Ligue 1, vu qu'il y a 18 équipes. Donc, plus de 12 matchs. Voilà, donc pour les Leverkusen, c'est pas encore fait, on peut dire. Et voilà, pour Munich, les gars, ça sera compliqué, hein, parce que les Leverkusen peut perdre potentiellement 2 matchs. Ils seront toujours devant le Bayern Munich. On continue, les gars. Juste une petite info concernant, regardez les 6 des 7 une de l'équipe cette semaine, enfin la semaine dernière. Hein. Mbappé était en couverture sur 5 éditions, c'est fou, hein. Voilà, Mbappé est tout le temps quasiment sur les unes de l'équipe parce que voilà, ça fait vendre, on va dire, hein, du côté de l'équipe quand Kylian Mbappé est sur la une, hein, et c'est Kylian Mbappé, grosse info, hein, parce que selon Marca, et c'est quasiment sûr, hein, Mbappé a signé son contrat avec le Real Madrid, contrat jusqu'en 2029, information confirmée par Santi GFM, journaliste de Foot Mercato. N'oubliez pas que Foot Mercato ont été les premiers à annoncer, c'était après le match contre l'US Rebelle, souvenez-vous, ils avaient lancé un tweet, que Mbappé allait bien quitter le PSG en fin de saison pour rejoindre le Real. Et ça se confirme, hein. C'était confirmé là récemment, il y a 3-4 jours, par Fabrizio Romano. Mais voilà, les premiers, hein, c'est Foot Mercato, ils disent que voilà, son contrat a été signé. Donc c'est quoi son contrat? Donc les détails du contrat de Mbappé au Real, donc déjà 5 ans de contrat, donc ça devrait être jusqu'en 2029, hein, son contrat du côté du Real. De toute façon, c'est maximum, hein. Ils ne peuvent pas faire 6-7 ans, donc c'est 5 ans max, ça sera 5 ans. Salaire de 15 à 20 millions d'euros par an, plus des bonus, donc le salaire est bas, enfin bas. Par rapport au PSG, oui, c'est très bas. Hein. Donc, prime à la signature de moins de 50 millions d'euros. Pourtant, on parlait d'une prime à plus de 100 millions d'euros. Donc, ça sera moins de 50 millions d'euros. Donc, s'il avait continué au PSG, Mbappé aurait touché plus de 2 fois ce qu'il va toucher à Madrid la saison prochaine. Donc, voilà, il fait quand même une grosse croix sur un énorme salaire au PSG. Donc, il va toucher quand même un beau salaire au Real. Mais voilà, ça sera un salaire que le Real Madrid lui a fixé. Il accepte les conditions du Real Madrid. Hein. Donc, il sera aussi présenté au nouveau Santiago Bernabéu. Par exemple, tiens, Bellingham, quand il a été présenté, c'était avec Pérez, mais c'était juste dans les installations du Real. Là, il sera présenté comme Cristiano Ronaldo à l'époque dans le stade du Real Madrid, où il y aura bien sûr beaucoup de supporters. Ronaldo, les gars, en 2009, il est à guichet fermé, hein, le stade. Hein. Quand il avait été présenté pour Mbappé, ça sera peut-être la même. Peut-être sera guichet fermé le stade seulement pour présenter Kylian Mbappé. Donc voilà, concernant bien sûr Mbappé, il aurait signé, mais c'est quasiment sur son contrat du côté du Real. Et il va obtenir le numéro 10 dans le dos parce que le 7 n'est pas disponible. C'est Vini qui l'a, Vini veut le garder, on peut comprendre. Et vu que Modric va quitter normalement le Real Madrid, il sera libre le 10, il y a le 9 également qui est libre. Il va prendre le 10, normalement, Kylian Mbappé. Et le PSG travaille depuis plusieurs mois sur l'après Kylian Mbappé. Le club ne veut plus de joueurs de pouvoir, hein, comme Neymar, Messi, Mbappé. Voilà, ils veulent plus de ce style de joueurs-là, des joueurs qui sont au-dessus du club. Parce que même si du côté du PSG, oui, personne n'est au-dessus du club. Non, Mbappé, les gars, ces derniers temps, il est au-dessus, bien sûr, du PSG. Ça, tout le monde le sait. Donc voilà, ils veulent vraiment des bons joueurs, mais pas un joueur voilà, qui est au-dessus du club. Hein.
comme c'était le cas, on peut dire, avec Kylian. Hein. Et regardez, c'était les foot hier, je ne sais pas si vous avez regardé, j'ai regardé, donc le PSG surveille Victor Osimhen pour cet été. On le sait qu'Osimhen, c'est la priorité numéro 1 du Paris Saint-Germain, donc je pense que ce serait la recrue parfaite pour remplacer Kylian Mbappé et également Bernardo Silva, en plus de Victor Osimhen qui est également ciblé par le Paris Saint-Germain. Donc là, bon, rien à voir avec le remplaçant de Mbappé parce que joue en défense. Donc Lenny Yoro est également ciblé par l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc voilà, d'après Téléfoot, donc Osimhen entre dans les plans. La piste Benoît Bernardo Silva est toujours à l'étude et Lenny Yoro sera toujours une cible pour la saison prochaine, malgré aussi une forte concurrence avec le Real Madrid qui veut signer aussi le jeune défenseur français. Et Javier Tebas, pas tendre du tout avec la Ligue 1 et la Serie A. Mathilde Thor, il a dit le championnat français avec Messi, Neymar et Mbappé n'a pas grandi. Cristiano Ronaldo est parti en Italie. Des revenus internationaux du championnat italien n'ont pas augmenté. La nôtre de la Liga a progressé malgré la perte de ces deux joueurs, donc Messi et Cristiano Ronaldo. La raison est que les sponsors et les médias s'intéressent davantage à la viabilité financière de la compétition et au fait que 7 ans plus tard, elle reste toujours compétitive. Et voilà, en gros, il tacle la Liga, il dit que voilà, avec les départs, les sponsors ne vont pas payer plus cher. Voilà, ils ne vont pas payer plus cher vu que bien sûr les grands joueurs ont quitté, on peut dire, le championnat français. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur Mbappé, tout ça, sur le futur, on peut dire, du PSG. Et officiel, on finit avec ça les gars aujourd'hui. Donc officiel, Istanbul Başakşehir devient nouveau club satellite du City Football Group. Donc voilà, cette équipe turque devient City Group. Donc c'est la 13e équipe à être dans le City Group. Donc il y a Manchester City qui est l'équipe pôle, où vraiment ils misent tout sur cette équipe. Il y a Gérone en Espagne, il y a 3 en France, il y a Palerme, il y a Başakşehir, maintenant il y a Lommel, il y a Bahia, il y a New York City, Melbourne City, Yokohama, Montevideo, donc c'est une équipe en Uruguay, Sichuan et Mumbai City. Donc voilà, nouveau club acheté par le City Group. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain, mardi, pour le prochain numéro. À demain.